Nous allons aborder la dernière présentation faite par Thomas Blanc de Paris sur la reconstruction en 3D de la structure des néphrons. Oui, donc merci Thomas de participer à cet après-midi à l'Académie. Thomas est actuellement maître de conférence des universités à l'hôpital Necker Enfants Malades et il va aussi dans quelques semaines passer la liste d'aptitudes pour devenir professeur. Et voilà, il va nous faire part de son sujet de recherche sur la troisième dimension. Merci Thomas. Bonjour à tous, Monsieur le Président, Messieurs les membres de l'Académie nationale de chirurgie, chers collègues. Je suis très honoré de votre invitation et je suis très heureux de vous présenter une partie de mon travail de thèse. Vous allez voir, c'est très différent de la chirurgie, mais ça ouvre beaucoup de perspectives. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez ma présentation? Parfait. Oui. Non, on n'entend plus rien. Alors, juste pour me présenter rapidement, donc moi, je suis interne des hôpitaux de Paris. J'ai fait ma mobilité aux États-Unis à la Columbia University dans le laboratoire de Mike Gershon où j'ai travaillé sur le développement du système nerveux entérique. Ensuite, j'ai été chef de clinique pendant 2 ans à l'hôpital Robert Debré où j'ai travaillé avec M. Elgonemi. Ensuite, j'ai été chef de clinique à l'hôpital Necker. J'ai fait une thèse de sciences pendant 3 ans, où pendant 3 ans, j'ai été au laboratoire à temps plein. Et actuellement, je suis donc MCUPH dans le service de Madame Sarnaki à l'hôpital Necker, où je suis urologue pédiatre et je fais de l'oncologie pédiatrique également. Donc pendant ma thèse de sciences, j'ai eu 2 sujets de recherche qui étaient très innovants pour le laboratoire. Le laboratoire de Fabiola Terzi qui travaille sur les mécanismes de la progression de l'insuffisance rénale. Et Fabiola m'avait demandé de développer 2 thématiques, la reconstruction en 3D et l'uropathie obstructive. Et donc là, je vais vous présenter l'aspect de la reconstruction en 3D du néphron. Alors, vous savez tous ce qu'est un néphron. Un néphron, c'est l'unité fonctionnelle du rein. Chaque rein contient 1 million de néphrons chez l'homme et il y a 20 000 néphrons chez la souris. Et l'hétérogénéité des lésions rénales chroniques, c'est une caractéristique commune de la maladie rénale chez l'adulte et chez l'enfant. Et vous allez voir que sur cette coupe d'une biopsie de rein d'un enfant qui a une néphronophthise, qui est une néphropathie tubulo-interstitielle, vous voyez que sur cette biopsie, sur cette lame de biopsie, il y a 2 zones qui sont très clairement distinctes. La zone qui est à droite, vous voyez des tubules qui sont préservés, et la zone qui est à gauche, vous voyez que des tubules sont détruits. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il s'agit du même néphron, auquel cas il s'agit d'une hétérogénéité intranéphronique, ou alors est-ce qu'il s'agit d'un néphron A et d'un néphron B, et auquel cas c'est une hétérogénéité internéphronique. Et malheureusement, la reconstruction en 2D ne permet pas de répondre à cette question. Donc, l'objectif de notre travail, ça a été de développer une stratégie qui permette la reconstruction en 3D de la structure du néphron pour, dans un premier temps, évaluer l'hétérogénéité des lésions rénales dans un modèle pathologique qui, vous allez voir, est la maladie kystique du rein. Alors, quand on regarde la structure du néphron en 3D, en fait, quand j'ai commencé mon travail de thèse, les seuls travaux dont sur lesquels je pouvais me baser, c'est les travaux de Christensen, où en fait, il a pris un rein de souris, il a fait des coupes serrées de 2,5 micromètres d'épaisseur, donc il a fait 2500 coupes serrées, de la surface jusqu'à la papille, et en fait, il a numéroté sur chacune des coupes, chacun des tubules. Et ensuite, à partir de cette numérotation de chacun des tubules, un travail quand même extrêmement difficile, il a pu reconstruire dans un premier temps la structure du tube proximal, puis dans un deuxième temps, la structure du rein dans sa totalité. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que l'équipe de Christensen a utilisé cette technique aussi laborieuse pour reconstruire le rein en 3D? Alors, la réponse, elle est très simple. Si vous prenez un rein de souris, un rein d'homme, et que vous disposez du meilleur microscope du marché et que vous vouliez faire l'acquisition de la structure du rein en 3D. Donc, vous prenez un rein sans aucune préparation spécifique. Voilà ce qui va se passer. Très rapidement, en fait, le faisceau lumineux du microscope ne va plus pouvoir pénétrer
dans la profondeur du rein à cause de la structure elle-même du rein. Et donc, ont été développées des techniques qu'on appelle le clearing ou de la transparisation pour pouvoir imager en profondeur les différents organes du corps humain. Et en fait, le principe du clearing, c'est de placer l'organe que vous voulez étudier dans un milieu qui va avoir le même indice de réfraction que les protéines de cet organe. Alors, il y a plusieurs techniques de clearing agent qui ont été développées. C'est une thématique qui est extrêmement à la mode aujourd'hui parce que ça permet de faire des avancées phénoménales dans l'analyse des organes dans des modèles sains et dans des modèles pathologiques. Et donc, vous voyez que dans la littérature, il y a 4 clearing agents qui ont été utilisés dans le rein, mais aucune de ces études n'a, premièrement, reconstruit le rein dans sa totalité et n'a travaillé sur des modèles pathologiques. Et donc, au sein du laboratoire, on a décidé de travailler sur 2 clearing agents, le BAB, qui est un mélange de benzylalcool, benzylbenzoate, et le SCALE, qui est un mélange d'urée, de glycérol et de tritone. Alors voilà le protocole expérimental. Donc, on prend une souris de 15 jours de vie. On la sacrifie et avant le sacrifice, on a injecté dans le ventricule gauche de la souris du sérum hépariné, puis ensuite de la PFA, pour éliminer tous les globules rouges de son corps, parce que les globules rouges vont perturber le protocole d'acquisition des images. Et donc, vous voyez, ici, on se met au niveau du île rénal. Donc, on va sectionner, grâce à un vibratome, une coupe de 1,5 mm d'épaisseur du rein. Ensuite, on va transpariser cette coupe épaisse de rein. Et ensuite, on va acquérir des images grâce à un microscope qu'on appelle un microscope biphoton inversé, avec une optique de 20x. Alors, quand vous prenez une tranche épaisse de rein et que vous la mettez sur un papier grillagé, vous voyez bien que la lumière ne passe pas à travers. Alors que quand on utilise la technique du scale A2, vous voyez que la tranche épaisse de rein est devenue transparente, que vous pouvez, si vous mettez un livre derrière, vous pouvez lire le livre à travers le rein. Et vous voyez que le scale A2 a comme effet de rendre œdémacié cette tranche de section du rein. En fait, le rein gagne 20% de son volume quand il est clearé avec du scale A2. Le scale B4, qui était censé être une technique beaucoup plus rapide, en fait, dans nos mains, n'a pas changé grand-chose et on n'a pas un meilleur résultat. Le gros problème de cette technique du scale, c'est que pour rendre transparent une coupe épaisse de rein, il vous faut plusieurs semaines à plusieurs mois. Donc, vous imaginez bien que dans le cas d'une thèse de science, c'est trop compliqué. C'est la raison pour laquelle on s'est tourné ensuite vers le BAB, le benzylalcool, benzylbenzoate. Et vous voyez qu'on a une tranche de section du rein qui ne modifie pas, qui garde le volume initial. Et surtout, on a pu obtenir cette transparisation en 24 à 48 heures, ce qui est un délai beaucoup plus satisfaisant. Et donc, voilà la profondeur d'acquisition qu'on peut obtenir avec les différentes techniques de clearing. Vous voyez que quand on ne clear pas le rein, je vous ai dit, le faisceau lumineux s'arrête tout de suite. Avec le scale A2, vous voyez qu'on peut pénétrer un peu plus. On a des informations sur la structure du rein, mais très rapidement, on perd l'information. Le scale B4, la même chose, alors que pour le BAB, vous allez voir, on a une bien meilleure information et on va pouvoir avoir cette information sur toute l'épaisseur de la tranche épaisse de 1,5 mm d'épaisseur. Alors ensuite, une fois qu'on a identifié le bon clearing agent, qui est le BAB, il a fallu améliorer ce qu'on appelle le rapport signal sur bruit. Ce rapport signal sur bruit, ça va permettre d'avoir de bons contrastes au niveau du rein. Et notre objectif à nous, c'est de reconstruire en 3D la structure du rein. Et donc, il faut que la qualité des images soit la meilleure possible pour pouvoir ensuite la reconstruire et l'analyser. Donc, vous voyez ici, on a du BAB sans staining. Ensuite, on s'est rendu compte de façon tout à fait fortuite, quand on utilisait des microscopes à épifluorescence, les tranches de section de 4 micromètres qui étaient colorées avec du PAS, Periodic Acid Shift, avaient une autofluorescence qui était très importante. Donc, on a essayé avec cette première dilution, vous voyez que le rein ne laisse pas passer la lumière, alors qu'avec du PS dilué, vous voyez qu'il redevient transparent. Et puis, on s'est intéressé à des marqueurs qui s'appellent des lectines, qui sont des sucres marqués, et on a utilisé notamment la PNA pour pouvoir identifier les structures du néphron dans le rein. Alors, vous voyez que là, on a un bien meilleur rapport entre le signal et le bruit,
Et donc, c'est cette amélioration qui va nous être intéressante. En revanche, je vous rappelle que la tranche de section fait 1,5 mm. Quand on utilise du PAS, très rapidement, au milieu de l'échantillon, la qualité du signal devient très faible et donc ça ne nous permettra pas de reconstruire en 3D le néphron. Alors que quand on utilise le PNA, vous voyez qu'on a premièrement un bien meilleur rapport signal sur bruit et qu'ensuite, sur toute l'épaisseur du rein, on va garder la même qualité de rapport signal sur bruit. Et donc, les lectines se sont avérées être un excellent marqueur pour pouvoir reconstruire le néphron en 3D. Alors, voilà la technique de la procédure d'acquisition. Donc, ici, c'est le microscope biphoton que j'utilisais à l'Institut Imagine à Necker. Donc, dans un premier temps, ça, c'est notre tranche épaisse de rein. On va se mettre au milieu de la tranche épaisse de rein et on va faire ce qu'on appelle une bigmosa. La bigmosa, elle va nous permettre d'identifier une zone d'intérêt parce que si on devait acquérir toute cette tranche de bigmosa sur 850 microns, c'est des procédures qui sont extrêmement longues, qui durent plus de 48 à 72 heures, mais surtout, ça génère un volume d'informations. Tout à l'heure, Mathieu Peston a parlé des big data. Là, ça génère un volume d'informations que les ordinateurs ne peuvent pas gérer. Et donc, on a décidé d'utiliser une zone restreinte dont on sait, à partir des travaux de Christensen, que grâce à une zone restreinte, on pourra quand même reconstruire en 3D la structure du néphron. Ensuite, on va acquérir ce qu'on appelle des stacks, donc 850 couches tous les micromètres sur l'épaisseur du rein. Et puis ensuite, quand j'ai commencé mon travail de thèse, le tracing, c'est-à-dire le suivre le tubule du glomérule jusqu'au collecteur, je le faisais à la main. Là, depuis, les techniques ont évolué et grâce à l'intelligence artificielle, ce travail-là, il peut être fait de façon semi-automatique. Et donc là, vous voyez qu'on part d'une zone de glomérule et ensuite, en faisant varier en épaisseur sur la profondeur de notre échantillon, on va marquer à la main le tubule qu'on va suivre petit à petit. Et donc, vous imaginez ici l'importance d'avoir une bonne qualité d'acquisition, une bonne qualité du signal, parce que si au milieu du néphron, votre qualité du signal devient faible, eh bien, vous ne pouvez pas poursuivre la reconstruction du néphron dans sa totalité. Donc, vous voyez, ça, c'est ce qu'on a fait, Z par Z, pour pouvoir reconstruire le néphron dans sa totalité. Alors, vous savez que le néphron est constitué de plusieurs segments. D'abord, il y a le tube proximal. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'anse de Henle, l'anse fine de l'anse de Henle descendante, l'anse large de Henle ascendante. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le tube contourné distal. Ensuite, il y a le connecting tubule. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le collecting duct. Et grâce à la qualité de l'acquisition et grâce à la qualité du signal, on a pu reconnaître sur la morphologie quand on passait d'un segment à l'autre. Ce qui nous a permis, vous voyez ici que quand on passe d'un segment à l'autre, le diamètre du segment varie. Et surtout, le marquage au sein du segment est différent. Ce qui nous a permis de pouvoir segmenter le néphron dans sa totalité et de savoir quelle était la longueur de tube proximal, la longueur de tube d'anse de Henle, la longueur de distal et la longueur de collecteur. Et donc, dans un premier temps, on a pu reconstruire en 3D le tube proximal. Et vous voyez que sur cette coupe du cortex du rein, vous avez en bleu ce qu'on appellera les néphrons superficiels, en rouge ce qu'on appellera les néphrons profonds, et en vert les néphrons intermédiaires. Et vous voyez que l'organisation, la structure de ces différents types de tubes proximaux sont complètement différents. Vous voyez que déjà la longueur des tubes du tube proximal des néphrons profonds est beaucoup plus longue. Vous le voyez sur ce graphique ici. Et ce qu'on appelle la straightness, c'est-à-dire le rapport de la hauteur par rapport à la largeur, est beaucoup plus important sur le tube proximal des néphrons superficiels. Vous voyez qu'eux, ils s'enfoncent directement, alors que les profonds sont beaucoup plus contournés. Et donc, voilà en reconstruction 3D ce qu'on peut obtenir. Donc là, vous avez des néphrons superficiels, des tubes proximales superficiels, intermédiaires et profonds. Et en fait, le fait de reconstruire en 3D dans l'épaisseur du rein nous a permis de constater que en fait, le tube proximal utilise un espace qui lui est propre et que les tubes proximaux des néphrons adjacents ne s'intermêlent
Jamais. C'est-à-dire que chaque proximal utilise un espace qui lui est propre. Ensuite, la reconstruction qu'on a utilisée, le marquage qu'on a utilisé nous a permis de marquer également les vaisseaux. Et ça, typiquement, les travaux de Christensen en 2D ne permettaient pas de faire ça. Et donc, on a pu reconstruire les vaisseaux à partir des vaisseaux arqués jusqu'aux vaisseaux radiés. Et vous voyez qu'on a pu suivre petit à petit l'organisation de la vascularisation du rein. Et donc, vous voyez que, en fait, c'est ce qui est en négatif avec comme on pourrait dire des rails qui nous ont permis de reconstruire les vaisseaux dans la totalité du rein. Et ceci, ça nous donne des informations très intéressantes que la reconstruction en 2D ne nous permettait pas de faire. Et donc, cette reconstruction des vaisseaux nous a permis de montrer que l'agencement des tubes proximaux des néphrons superficiels était contraint par l'organisation des vaisseaux. Vous voyez que ce vaisseau-là contraint ce tube proximal. Vous voyez qu'il est étiré sous ce vaisseau, alors que celui-ci n'a pas du tout de contrainte en termes de vaisseau. Et quand on a regardé les différentes populations de tubes proximaux des néphrons profonds, donc vous voyez ici que ce proximal, il est contraint, c'est-à-dire que ce vaisseau lui a empêché de s'organiser comme il le voulait, alors que celui-ci n'est pas contraint. Et ben, on voit que les tubes proximaux des néphrons profonds qui sont contraints sont beaucoup plus longs, c'est-à-dire qu'ils serpentent beaucoup plus et que leur straightness est plus faible. Et donc ça, c'est tout à fait nouveau. Personne n'avait montré que l'organisation de la vascularisation du néphron, du rein, avait créé des contraintes sur l'organisation des néphrons profonds. Alors ça, ce travail, dans un premier temps, ça a été fait sur des souris qui étaient saines. Mais le laboratoire travaille sur la progression de l'insuffisance rénale. Et le laboratoire travaille sur plusieurs modèles expérimentaux, l'uropathie obstructive, la réduction néphronique par la néphrectomie subtotale des 5/6e et des néphropathies kystiques. Et donc, on a décidé de travailler sur des souris qu'on appelle des souris JCK, qui ont une mutation d'un gène qui s'appelle NEC8, et ces souris vont développer une maladie kystique progressive. Et vous voyez, par exemple, sur cette coupe d'anatomopathologie, vous voyez des lésions kystiques extrêmement sévères. Et donc, les kystes se développent dès 3 jours de vie chez les souriceaux. Et il était connu que les kystes se développaient sur le tube distal et sur le collecteur. Et cette maladie kystique entraîne une mort entre 20 et 25 semaines d'âge des souris. Donc, c'est une maladie qui est très sévère. Et donc, nous avons décidé de travailler sur des souris de 15 jours de vie. Pourquoi ? Parce qu'à 15 jours de vie, la maladie kystique est présente, mais n'est pas trop sévère, et ça nous permettait quand même de reconstruire le néphron en 3D et d'étudier le développement des kystes. Donc là, vous voyez, sur cet exemple, c'est ce qu'on appellera un néphron intermédiaire. Vous voyez qu'on a pu à la fois reconstruire les différents segments. Donc en bleu, c'est le proximal, en blanc, c'est l'anse de Henle, en rose, c'est le distal, en jaune, c'est le connecting, et en orange, c'est le collecteur. Et vous voyez qu'on a pu on a pu reconstruire en 3D la représentation des kystes. En fait, c'est de la même façon, quand on suit le tubule, on arrive dans des zones kystiques qui sont plus dilatées, et on a pu montrer que ces zones kystiques, vous voyez, n'existent jamais dans le proximal, n'existent jamais dans la branche descendante de l'anse de Henle, commencent à apparaître dans la branche ascendante de l'anse de Henle, puis au niveau du distal, puis au niveau du collecteur. Et donc, voilà sur une reconstruction en 3D. Vous allez voir sur plusieurs types de néphrons, des superficiels, des intermédiaires et des profonds. Le développement des kystes, vous les voyez ici très bien, on voit très bien les kystes. Et donc, vous voyez qu'on a pu reconstruire en 3D à la fois l'organisation du néphron dans sa totalité, qu'on a pu segmenter également, et montrer l'agencement des kystes les uns avec les autres. Et on a pu montrer que des zones non kystiques alternaient avec des zones kystiques tout le long de la segmentation du néphron. Et donc, ce travail nous a permis de mieux comprendre l'organisation de la structure du néphron. On a pu montrer que les néphrons proximaux ne se mélangeaient jamais,
que les tubes proximaux étaient toujours orientés vers la capsule du rein, et ce modèle de reconstruction en 3D grâce au clearing, grâce au biphoton, nous a permis de reconstruire aussi dans un modèle pathologique avec une succession de dilatation et d'absence de dilatation dans un modèle kystique. Alors vous imaginez bien qu'entre le début de mon travail de thèse et aujourd'hui, ces techniques ont énormément évolué. Donc aujourd'hui, il y a des nouvelles techniques de clearing qui permettent d'utiliser plus de marqueurs, plus d'anticorps, plus de lectines pour mieux identifier les différents segments du néphron, et que ce soit pour le cerveau, puisque ces techniques sont très utilisées dans le cerveau, les différents types de neurones. Et puis, moi, quand j'ai commencé, j'utilisais un microscope biphoton. J'ai eu de la chance, il avait été livré l'année précédente mon arrivée au laboratoire à Imagine. Mais ce biphoton, il a des contraintes, c'est que les acquisitions sont très lentes, utilisent beaucoup de data, et le risque, c'est que l'échantillon se dénature au cours de l'acquisition, au cours des 48-72 heures d'acquisition. Et donc, depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle des microscopes à feuilles de lumière qui sont utilisés et qui permettent une acquisition beaucoup plus rapide. L'acquisition aujourd'hui se fait en 1 heure. La qualité est bien meilleure. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'acquisition se fait des 2 côtés de l'échantillon. Et donc, on peut utiliser la reconstruction en X, en Y et en Z avec une bien meilleure résolution puisqu'on a la même qualité d'acquisition dans les 3 axes. Et donc, là, notre objectif aujourd'hui dans le laboratoire, c'est de travailler sur l'uropathie obstructive et la néphrectomie subtotale pour essayer de comprendre comment la maladie rénale progresse dans ces modèles expérimentaux chez la souris. Et ce travail a donné lieu à une publication récemment dans Kidney International. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Thomas, c'était passionnant là encore. Donc si je comprends bien, c'est surtout pour, actuellement, votre but, c'est surtout d'étudier l'évolution des maladies. Pour Exactement. Le moment, ce n'est pas dans un but diagnostique, parce que les maladies kystiques du rein, il y en a plein. Et voilà. Non, l'idée, c'est de voir, quand vous prenez des enfants, par exemple, qui ont une uropathie obstructive, notre difficulté aujourd'hui, c'est de savoir quels sont les enfants qui vont dégrader leur fonction rénale à terme. Et donc, quels sont les enfants qu'on va devoir opérer précocement et quels sont les enfants qui vont, où en fait le rein va s'adapter, c'est-à-dire que le bassinet va être compliant, il n'y aura pas de dégradation de la fonction rénale. Et donc, dans un premier temps, on a travaillé sur la maladie kystique du rein. Et ensuite, le deuxième travail que j'ai fait au laboratoire, c'est j'ai travaillé sur l'impact du fond génétique dans l'uropathie obstructive. Et en fait, on a travaillé sur 16 souches de souris qui sont parfaitement caractérisées du point de vue génétique, puisque leur génome est parfaitement séquencé, et qui ont des origines phylogéniques très différentes. Et on s'est rendu compte que la réponse à la même obstruction chez ces différentes souches de souris était très différente. Et donc, l'aspect sur lequel on travaille aujourd'hui, c'est sur ce modèle d'uropathie obstructive. Grâce à la reconstruction en 3D, on va regarder quelle est l'adaptation des tubules à cette uropathie obstructive, essayer de mieux comprendre pourquoi certaines souris vont dégrader leur rein très rapidement, pourquoi certaines souris vont développer un énorme bassinet qui va protéger le rein, et pourquoi certaines souris vont complètement bloquer toute filtration. Et donc, l'idée de cette reconstruction en 3D avec le clearing et des microscopes très performants, ça va être de mieux caractériser les effets de l'uropathie obstructive sur le néphron pris dans son unité. D'accord. Ok, oui, effectivement, c'est passionnant. Et alors, ça conduirait à faire une biopsie chez les enfants pour connaître justement le potentiel évolutif et les risques. Alors, l'idée, ce serait d'être le moins invasif. Donc, si on fait une biopsie, on revient invasif. Donc, l'idée, c'est qu'avec les imageries dont on dispose maintenant, de pouvoir reconstruire à partir d'IRM très particuliers ces structures des néphrons et de voir un peu leur adaptation. D'accord. Okay. Voilà. Après, il y a l'intelligence artificielle fait des progrès incroyables. Il y a un thésard au laboratoire qui est en train de faire le travail que je fais sur la néphrectomie subtotale des 5/6e. Et lui travaille avec l'université d'Heidelberg en Allemagne. Et ils ont réussi à faire une reconstruction semi-automatique des néphrons. Donc, vous imaginez, moi j'ai reconstruit une centaine de néphrons pendant ma thèse. Là, l'idée, c'est de reconstruire des volumes beaucoup plus importants de néphrons et de pouvoir mieux les caractériser. D'accord, d'accord. Je laisse la discussion à la salle. Est-ce que vous avez des questions à propos de ce travail remarquable, présentant une imagerie magnifique,
on voit bien que nos progrès se font en grande partie avec les progrès grâce aux progrès technologiques. Je dois dire que en vous écoutant, je me disais que le chirurgien n'est pas loin du bénédictin. Il vous a fallu une patience exceptionnelle pour parvenir à ce travail en 3 ans, parallèlement à votre travail clinique, je pense, à votre activité clinique. Alors, ma directrice de thèse, dont le frère est chirurgien, m'a dit « Tu ne pourras venir au laboratoire que si tu ne fais plus de clinique ». Elle avait compris le risque que si j'étais au laboratoire et en clinique, je sois peu au laboratoire. Et donc, son exigence, c'était de m'arrêter complètement pendant 3 ans. Donc, pendant 3 ans, je n'ai fait que du laboratoire. C'est un exploit. C'est un exploit qui a été possible grâce à mes collègues qui m'ont beaucoup rendu de service au quotidien. Je vous félicite, c'est magnifique. François, tu veux dire un petit mot de conclusion? Il est 5 heures, on a bien tenu les délais, tout le monde a été passionnant. Voilà, écoutez, j'espère que cet après-midi vous a beaucoup plu. Vous voyez qu'on peut faire appel à la 3D, à la génétique, à la métabolomique, aux data, enfin bref, il y a énormément de sujets à exploiter et la recherche, dès qu'à son début, on voit bien que les progrès technologiques, quels qu'ils soient, en informatique, en optique, en laser et tout, sont absolument majeurs. Et voilà, donc en chirurgie pédiatrique, eh bien, on a ces 5 jeunes, entre autres, parce qu'il y en a d'autres qui travaillent aussi, et qui nous montrent qu'on est en pleine évolution et que le traitement des maladies de demain vont sans doute être bouleversés par toutes ces technologies et cette recherche. Voilà, donc je vous remercie beaucoup, à la fois Alice, Aurore, Thomas, Mathieu et Aurélien, pour avoir répondu de manière aussi sympathique et aussi rapide pour pouvoir faire ces communications. Alors, je voudrais préciser que cette séance s'apparente beaucoup au séminaire de recherche organisé par Dominique Franco depuis plusieurs années à l'Académie, dans tous les domaines de la recherche chirurgicale et qui permettent à des garçons et des filles de Master 2 de s'exprimer comme vous l'avez fait aujourd'hui. C'est très, très intéressant. J'ajoute que Dominique Franco sélectionne dans les 2 séminaires 4 ou 5 communications qui sont présentées à l'Académie de médecine chaque année. Je vous remercie tous. Je remercie beaucoup François d'avoir préparé cette séance in extremis et je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Merci à toute l'Académie de nous avoir accueillis. Bonne fin de journée. Merci.